Bonjour à tous. Donc, alors, pour me présenter, je suis Philippe Charrière. Je suis ce qu'on appelle un TAM chez GitLab. C'est un Technical Account Manager. Donc, c'est une fois que le client il a acheté du GitLab, je suis là pour lui tenir la main s'il a des soucis et puis trouver les gens pour l'aider. Je suis accessoirement aussi un solution architecte. Alors, normalement, ça se passe avant que le client achète du GitLab. Et comme en fait, il n'y en a pas beaucoup en Europe, de temps en temps, je file un coup de main, même si je n'ai pas forcément l'expertise technique sur certains sujets. Vous pouvez me suivre sur Twitter sur un handle qui est tout à fait prononçable en fait. On dit Kigorg, donc c'est facile à retenir. Mon handle sur GitLab et sur GitHub, c'est Kig. J'ai un deuxième boulot aussi. Je travaille pour le monsieur qui a fait une super presse tout à l'heure, Quentin Adam. Alors moi je mets maintenant Chief Stickers Officer chez Clever Cloud. En fait, c'est pas stickers, c'est sales, mais j'assume pas le fait d'avoir une casquette de commercial. Si vous avez des questions à me poser, j'ai un repo sur GitLab qui s'appelle Q, et dans les issues, vous pouvez poser des questions. Plus facile que les mails, ou sinon vous me pinguez sur Twitter et puis on passe en DM. Accessoirement, je co-lead le GDG Lyon, enfin un des GDG Lyon, je fais partie de la team Scala.io, à Lyon aussi. Je m'occupe surtout de loger les speakers, et je suis dans le comité éditorial de Blind Webmix. Pour la petite histoire, et après j'arrête de parler de moi, mon kit de survie avec Git, c'est ça. J'ai bossé chez GitHub, je leur ai expliqué que je ne savais pas utiliser Git, ils ont cru que c'était une blague. Alors moi je dis non, je vous jure, je ne sais pas utiliser Git, j'ai toujours utilisé GitHub quasiment avec ça, plus l'IHM. Quand je donne des cours à mes étudiants sur Git, je leur dis la même chose, ils ne me croient pas, et chez GitLab, bon, ça les fait marrer. Mais vous allez voir que je ne vais pas utiliser le terminal dans mes démos. Je vais vous expliquer comment je suis arrivé à ce talk. Donc il va y avoir 3 slides qui correspondent un peu au titre. J'avais parlé de Mickey et de Fantasia. Donc c'était un peu tiré par les cheveux, il fallait que je trouve quelque chose pour en parler. Il y a quelques années, je bossais comme solution architecte chez un éditeur de logiciels. Et un de mes collègues m'appelle en disant on a un prospect qui est en train de monter un POC d'intégration continue. Écoute, je pars en vacances. Tu vas voir, c'est pas dur, commence avec lui. C'était un vendredi soir. J'y connaissais rien en intégration continue, en tout cas beaucoup moins que maintenant, et j'ai encore plein de choses à apprendre. Le gars partait une fois qu'il a eu raccroché, donc j'appelle l'architecte du prospect, et je me suis aperçu qu'il ne connaissait pas plus que moi les problématiques d'intégration continue, donc on a eu un week-end de merde. On était un peu des apprentis sorciers, comme ça. Et notre week-end, ça ressemblait à ça. C'est apprendre l'outil d'intégration continue, à essayer de comprendre comment il fonctionne, à essayer de le lier avec un outil de gestion de code source, à essayer de dire, alors quand je commit, pourquoi ça déclenche rien sur l'outil, et à essayer de comprendre la doc aussi, d'installer les bons plugins. Mais en un week-end, finalement, on avait appris les bases de ce que c'était que l'intégration continue, de l'outil en question qu'on utilisait. Et le lundi matin, on était un peu comme ça, on faisait les malins. Ça y est, on est des champions du monde. Le POC a marché, la vente s'est faite. Alors ce que j'ai trouvé le plus intéressant dans cette aventure de jour finalement, c'est que moi, je suis plutôt un profil dev. Je connais rien à tout ce qui est infra, par exemple, et pas grand-chose. Et l'archi avec qui je bossais était plus infra, plus sysadmin. Donc il m'a appris plein de trucs, j'ai appris plein de choses. Enfin j'espère que j'ai appris plein de choses. Du coup, alors je suis toujours un apprenti en intégration et en déploiement, mais j'ai appris quelques tours de magie. Et ma baguette magique, donc, comme vous avez pu le deviner dans le titre, c'est les runners GitLab ou GitLab CI. Donc je vais vous parler de GitLab CI, d'intégration continue, par le biais d'une démo, et de déploiement par le biais de 2 autres démos, en croisant les doigts, en espérant que les démos fonctionnent, bien sûr. Parce que je les ai répétés, hein, mais on n'est pas à l'abri d'une surprise. J'ai quand même posé une question. Qui connaît GitLab? Ouais, c'est là que j'aurais dû prendre la photo, en fait. Qui l'utilise? Ah, c'est cool. Je vais peut-être déménager. Ouais. Bon, bah, c'est cool, c'est super. Tant mieux. Mais du coup, je vais peut-être rien vous apprendre. Qui utilise GitLab CI? Un peu moins, donc il y en a qui vont être intéressés alors. Au début, GitLab, c'était ça. C'était, je fais de la gestion de code source, je crée des issues, et éventuellement, je fais des wikis. En quelques années, assez rapidement, c'est devenu tout ça.
Donc il y a plein de features hein, qui. Alors je ne vais pas toutes vous les passer, ce n'est pas l'objectif, ce n'est pas un talk commercial. Moi, je vais vous parler de deux choses qui m'intéressent. L'intégration continue, donc la partie CI, la partie continuous delivery, donc la partie déploiement, et la partie review app. Review app, vous savez tout ce que c'est? Peut-être pas. En fait, on va le voir, hein, mais c'est la possibilité de provisionner quelque part une infrastructure avec votre code qui ne va pas aller marcher sur le code de la prod. Donc ça vous permet de voir si ce que vous avez fait est bien ou les gens qui font les reviews peuvent lancer votre code pour vérifier que vous avez bossé correctement. Donc je vais vous parler très rapidement de cycle de vie de projet avec GitLab et GitLab CI. Globalement, comment ça se passe avec GitLab et avec d'autres outils. Si vous prenez du GitHub et du Jenkins, ça sera ou du Travis, ça sera exactement le même principe. Vous faites du code, vous committez, vous poussez vers le serveur, ça va déclencher des jobs. Donc nous on appelle ça des pipelines. Enfin un pipeline, c'est un ensemble de jobs qui vont faire des tests d'intégration, qui peuvent éventuellement faire du build, du packaging. Et puis après vous avez d'autres pipelines qui sont plus de déploiement et qui vont vous permettre d'aller balancer votre appli, si c'est une appli utilisable par une appli web par exemple, quelque part sur une plateforme dans le cloud ou en interne chez vous. En termes de workflow de dev, qu'est-ce que vous utilisez vous? Gitflow? Combien de Gitflow? D'accord. Featureflow ou GitHubFlow, c'est pareil? Juste un, deux. Qu'est-ce qu'il y a comme workflow? D'autres workflow donc. Vous avez des noms, parce que moi j'en connais que deux réellement. Vous adaptez en fonction de vos projets? Ok, bon, très bien. Alors, moi celui que je préfère, c'est le Featureflow. Alors chez GitHub, on l'appelait GitHubFlow. Chez Atlassian, c'est Atlassian qui l'appelle Featureflow. Et chez GitLab, on parle de Topic Branch, donc on va dire Topic Flow. Mais sinon, GitLab, ils sont plus Gitflow. Donc globalement, vous avez une branche master qui est votre branche de prod. Normalement, vous ne committez pas comme des gorées sur la branche master. Vous tirez une branche qu'on appelle feature branch ou topic branch. Vous faites votre code et après, quand c'est accepté par le biais d'une merge request, vous mergez sur master et ça déclenche une mise en prod. Et les review apps, en fait, vous pouvez les faire à partir de la feature branch. En fait, c'est déclencher un déploiement, mais sur une autre plateforme. Donc, les GitLab Runners, qui sont ce que je préfère chez GitLab, donc ma baguette magique hein, pour moi. Comment ça fonctionne? Globalement, c'est un exécutable qui doit fonctionner à peu près sur tout OS, que vous pouvez installer sur du serveur bare metal, dans des containers, dans des VM, sur votre laptop, enfin partout. Et ça se connecte la première fois, ça se registre sur votre instance GitLab, que ce soit du gitlab.com ou du GitLab que vous avez installé chez vous avec un token. Et après, le runner poll régulièrement l'instance GitLab pour savoir s'il y a quelque chose à faire. En fait. Et il y a une queue de jobs qui lui permettent de s'activer s'il voit qu'il y a du boulot pour lui. Donc, je vous ai dit, vous pouvez même mettre plusieurs runners sur la même machine, si vous voulez. Je ne sais pas si c'est la meilleure idée qui soit. Il vaut mieux séparer ça dans des containers ou des VM. Vous pouvez avoir des runners par projet, par groupe. Vous voyez ce que c'est les groupes dans GitLab hein? C'est comme les organisations dans GitHub. Ou vous pouvez avoir des runners qui sont par instance de GitLab. C'est-à-dire que s'ils sont par instance, tous vos groupes ou vos projets peuvent éventuellement les utiliser. Et plus vous redescendez, plus vous limitez le scope des runners. Et pour ça, je vous montrerai, on leur donne des tags, et à partir des tags, dans vos scripts de CI, vous dites j'utilise tel ou tel runner, et ça vous permet de répartir la charge, par exemple. Le runner, il fonctionne grâce à un fichier qui s'appelle .gitlab-ci.yml ou .yaml. Dedans, en fait, vous définissez les grandes étapes de votre CI/CD et les jobs pour chacune de ces étapes. Et ce pipeline sera déclenché et exécuté par le runner à chaque fois qu'il y a un commit ou un push dans le projet. Et du coup, c'est un peu la recette du runner. À quoi ressemble ce fichier? Vous voyez en haut, vous avez les stages, donc les étapes. Vous mettez ce que vous voulez. On peut mettre des emojis dans le nom des stages. Alors après, ça peut faire hurler les gens à la prod, hein, mais ça fonctionne. Ensuite, en dessous, addition, c'est un job. Et je dis, ce job-là, quand il s'exécute, je veux qu'il ne s'exécute que si c'est la branche master qui est concernée. Donc en gros, si je commit ou si je fais un push sur master. Il appartient à l'étape play.
Le tag mini-runner, c'est en fait, je lui dis, tu me trouves le runner qui est tagué mini-runner et tu n'utilises que ce runner pour faire le job. Alors, vous pouvez mettre plusieurs tags si vous voulez utiliser plusieurs runners. Et ensuite, vous avez un script auquel vous passez des commandes. Donc là, moi, dedans, en fait, dans mon runner, j'ai un Node.js qui est installé et je lui fais exécuter du NPM à partir de mon projet. Et de la même façon, vous allez avoir un job test qui a un tag. Alors, j'aurais pu lui faire utiliser un autre runner. Et puis, le script, il me lance les tests. Donc, pour résumer, vous faites du commit ou du push ou du merge sur le GitLab. Le runner, il est en train de poler le GitLab. Donc, s'il y a un job pour lui, il va lire le fichier YAML. Il va exécuter ce qu'il y a dans la partie script en fonction des contraintes que vous lui avez mis. Donc, par exemple, le only master, le tag, plus les scripts. Et ensuite, en fonction de ce qu'il y a dans les scripts, je vais y arriver, excusez-moi, vous pouvez faire du test, du build, du déploiement, n'importe quoi, générer des documents, enfin ce que vous voulez. Hein. C'est vraiment le runner, c'est juste un exécutable tout bête à qui vous faites faire ce que vous voulez. Et ça remonte les informations au GitLab Server. Parce que si vos tests se sont mal placés, il faut que le développeur le sache pendant sa merge request, par exemple. Installer un runner, c'est pas très compliqué. Je ne sais pas si c'est très lisible. Vous voyez au fond là ce qu'il y a. Enfin, je peux pas l'agrandir en même temps. Donc, mais globalement, là, je récupère en fait l'exécutable du runner pour l'installer. J'avais besoin de Node.js, donc je me suis installé un Node.js. Je fais ça dans des VirtualBox avec du Vagrant, mais vous le faites avec ce que vous voulez. Hein. C'est dans du Docker, ça marche très bien. Ensuite, dans le fichier host, je lui mets l'IP de mon GitLab pour qu'il puisse le retrouver. Et puis après, j'enregistre mon runner. Donc vous avez le mot-clé register. Je lui donne l'URL de mon GitLab, le token. Alors vous allez, en fait, dans l'admin de GitLab, il vous donne un token pour les runners. Je lui donne les tags, je lui dis le type de runner que j'utilise. Donc moi, j'utilise un runner shell, mais vous avez des runners Docker, vous pouvez faire du Docker in Docker, vous avez plein de choses. Les démos que je vais vous faire, j'en ai une version un peu plus grosse chez moi, c'était sur un NUC. Donc c'est ce qui se passe sur mon bureau. Je dois avoir 6, 7, 8, 9 VM. Ça, sur le laptop, j'ai essayé, j'ai des fautes de protection, ça ne marche pas. Et dans quelques temps, je prévois d'en faire une sur Kubernetes, mais je dois encore apprendre comment ça fonctionne. Donc sur ma démo, vous aurez une instance GitLab. Je vais déployer au début, enfin pas au début, deuxième démo, je vais déployer sur un serveur serverless. Ça fait con de dire ça, sur une plateforme serverless, donc sur laquelle je peux déployer des fonctions. J'ai 2 runners et j'ai une Docker registry. Parce qu'en fait, mes fonctions sont dans des containers Docker et plutôt que de le faire à l'extérieur, parce que je n'étais pas sûr d'avoir accès au Wi-Fi, j'ai mes images sur ma Docker registry. Dans un premier temps, je vous montre comment fonctionnent les runners. Ensuite, je vous montrerai comment je déploie des fonctions. Et ensuite, je vous montrerai comment je déploie aussi sur Clever Cloud. Donc OpenFaaS, c'est un projet serverless qui utilise Docker. Vous pouvez l'installer sur du Kubernetes ou sur du Swarm. Moi, je suis dans du Swarm. Clever, pour ceux qui n'étaient pas à la conf de Quentin, c'est un PaaS, donc Platform as a Service. C'est une boîte nantaise sur laquelle vous pouvez déployer. En fait, vous déployez votre code, ça monte les VM, ça build votre application et ça vous la met à dispo avec tout un système de façon zéro downtime. Donc à chaque fois que vous committez quelque chose, ça rebuild et ça redéploie et vous avez aucun downtime. Donc c'est super facile à utiliser. Et j'ai fini pour les slides. Donc maintenant, il faut que je trouve comment sortir de ça. Hop. Vérifier que mes VM sont lancés. Tout va bien. Je vais rafraîchir. On est bon. Alors, je me suis fait un groupe. Je vous parlais des runners. Je vais vous montrer les runners d'abord. Moi, j'ai fait des runners qui sont liés à mon instance. Comme ça, pour mes démos, c'est plus facile. J'utilise dans tous les groupes et les projets. Donc, quand vous êtes dans l'admin, vous avez... Oh mince, comment je fais ça? Ouais, j'ai un nouveau Mac et je ne sais pas m'en servir. C'est mieux. Hop. Vous arrivez à lire?
J'agrandis un poil. Allez, j'agrandis, on va voir ce que ça donne. C'est mieux de loin. Donc, en fait, là, je suis dans l'admin, mais vous auriez le même type d'affichage dans les settings des groupes ou des projets. Ici, il me donne en fait les informations dont j'ai besoin, donc l'URL de mon instance et le token que je dois passer à mes runners pour qu'ils s'enregistrent sur l'instance. Et là, vous voyez que j'ai enfin non, j'en ai un que j'ai arrêté qui n'existe plus, mais vous voyez que j'ai 2 runners, mini runner et super runner, que j'utilise pour mes projets. Donc je retourne dans mes groupes. Alors, il peut avoir de la latence, hein, c'est juste un laptop, donc il peut être surpris. Donc je vais créer un projet. Comment je vais l'appeler? Calque. C'est une calculette. En public, peu importe, j'ai pas besoin de... Non, je me suis gouré. Hop, il fait des mots. J'ai des projets tout brés pour aller plus vite. Donc j'ai dit que je l'appelais calque. Je crée mon projet. Un petit peu de... 2, 3, 4, 5. Voilà. Que je vous explique ce que fait mon projet. Globalement, alors c'est du JS parce qu'en fait j'aime que le JavaScript comme langage. Merci. C'est un fichier auquel en fait je passe une commande et 2 chiffres pour lui dire de faire des additions, des soustractions, multiplications et divisions. Donc pas très compliqué. Ma lib est ici. J'ai un package JSON qui me permet de lancer du test ou de lancer mon programme ou de générer un report. Alors le report, hein, c'est juste quelques additions, quelques commandes que je fais et je génère un fichier JSON. J'ai du test avec un super framework de test que j'ai fait, qui est là. Je voulais avoir aucune dépendance pour essayer de ne pas utiliser NPM pendant la démo. Et donc, si mon test va mal, je fais un process exit. C'est en fait ce qui va permettre finalement au runner de dire oulala, tout se passe mal. Donc, pour faire de la CI sur GitLab, il faut le fichier gitlab-ci.yaml. J'en ai un... Non, j'en ai pas un tout près, mais par contre, j'ai des snippets. Donc, je rajoute mes stages. J'en prends 3. Puis comme ça, je vous prouverai que les emojis, ça fonctionne dans GitLab CI. Ensuite, j'ai besoin de jobs pour mes opérations. Donc, j'ai 4 opérations. J'ai décidé de faire 4 jobs. Donc, on reprend. J'ai mon job addition. Je lui dis que ça fonctionne uniquement sur master. Le dièse avec la petite main, c'est pour les remarques. Enfin, le dièse fait la remarque et après, vous mettez ce que vous voulez derrière. Je lui dis que mon addition, je la fais dans le stage play, que j'utilise mini-runner. Et mon script, c'est un npm start avec la commande add et 2 chiffres. Donc à chaque fois, pour chaque commande, j'aurai ça. Normalement, ça doit me faire du 42 de partout. Si je commit salement directement sur master, hop, ça va aller déclencher mon script de CI. On va y arriver. Donc mon pipeline est en train de s'exécuter. Donc là, vous voyez tous les jobs que j'ai définis dans mon script. Normalement, lui devrait... Ouais, voilà, il s'est fini. Et vous pouvez aller dans la console pour voir si tout va bien. Jusqu'ici, c'est simple, ça va pour tout le monde? Ok, donc en fait, je vous ai dit, un runner, c'est vraiment con. Hein, vous lui faites juste exécuter des scripts. Maintenant, qu'est-ce que je veux faire? Je voudrais rajouter du test. Donc là, alors là, je l'ai mis pour l'instant, ça, je l'ai mis en commentaire. Mon test, quoi que je fasse, il s'exécutera, même si je suis sur des feature branches. Il va me lancer le npm test. Je voudrais aussi faire des reports. Donc j'ai des jobs de report. Donc vous pouvez mettre plusieurs emojis à la suite dans vos jobs. Essayez après sur les projets pour voir ce que disent vos chefs de projet, si ça leur plaît ou pas. Donc là, en fait, je vais lancer mon script qui me génère le fichier JSON. Et j'ai une clé qui s'appelle artifact. Et je lui dis, ce qui est dans report.json, en fait, est un artefact. Et à chaque fois que je le génère, en fait, tu me laisses quelque chose, tu me le gardes une semaine. Donc ça vous permet, quand vous buildez quelque chose, si vous voulez le conserver pour le downloader, c'est de le mettre de côté.
Si je commit toujours comme un goré sur master, ça va me déclencher un nouveau pipeline. Donc là, vous pouvez voir, il y a plus de monde. Et alors, vous voyez que mes jobs ici, ils s'exécutent de manière séquentielle parce que j'ai utilisé un seul runner. Mais si j'avais plusieurs runners avec différents, j'aurais pu dispatcher et faire ça de manière parallèle. Donc mes tests sont bons, mes reports sont en train de se faire. Ça y est, c'est fait. Et vous voyez, je lui ai dit donc c'était un artefact. Donc ici, vous avez le moyen d'aller récupérer ce qui a été généré. Donc là, j'ai un fichier JSON. Donc normalement, il ne va pas vouloir me le montrer, donc il faut que je l'ouvre. Donc je vous ai pas menti, il me génère bien un fichier que. Alors normalement c'est plus pour balancer des images ou du jar ou des choses comme ça, mais c'était pour l'exemple. Maintenant, j'aimerais bien que en fait, quand je fais une feature branch, il y ait des tests, mais que les tests soient faits que quand je fais une feature branch, et que du coup, si mes tests ne passent pas, je ne génère pas, je ne build pas mon report. On pourrait dire que les reports c'est équivalent à mon déploiement d'application. En fait, je vais dire que mes tests ne s'exécutent, en fait, s'exécutent sur toutes les branches sauf master. Alors normalement, il faudrait que je protège ma branche pour faire quelque chose de propre, mais là c'était une démo, donc j'avais pas forcément pas envie de me compliquer la vie. Donc j'ai supprimé ça. Je vais aller faire un mauvais test. Donc là, ça devrait planter. Ouais, je suis un fan d'Iron Maiden en fait. Il y avait un album 666, pas mal. En fait non, c'était The Number of the Beast, pour être exact. Tout le monde s'en fout, mais ouais, je meuble. Donc, je commit, pas sur master cette fois-ci. Je lui dis, tiens, je veux faire une nouvelle branche et proposer une merge request. Je vais lui laisser le nom qu'il propose par défaut. Donc ça devrait me créer une merge request. Vous faites tous des merge requests quand vous bossez? Ou des pull requests? Ouais. Qui développe? Qui va directement sur master? Mais c'est bien d'oser le dire. Moi aussi, je le fais des fois. Je soumets ma merge request. Donc là, vous voyez que il m'a dit que mon pipeline s'est planté. Donc normalement, si j'avais protégé ma branche, le bouton merge, il serait désactivé. Si je vais voir le pipeline, alors il s'est planté, du coup le pipeline s'est arrêté et je ne génère pas mon fichier. Si je vais voir le pipeline, je vais dedans, il me dit bien que c'était en erreur avec mon super framework de test. Du coup, je vais aller corriger mon test. Hop. Alors normalement, on ne code pas dans l'IHM Web, hein, pour la démo, c'est pratique, mais je vous ai dit que je ne faisais jamais de Git en mode commande. Donc j'essaye de m'y tenir. Je corrige mon test. Hop. Je commit. Est-ce que j'ai... Non, j'ai pas appuyé. Sur toujours ma feature branch. Donc du coup, si je vais revoir ma merge request, normalement elle est verte. Donc le pipeline est bien passé. Donc là, je peux merger. Donne le micro celui-là. Allez, soyons fous. Ouais. 1, 2. T'as vu l'IHM comme elle est cool, pas besoin de... Bien joué. Selma. Alors, oui, c'est bon, ça marche. Donc, j'en étais où? J'en étais que ma merge request est passée en vert, j'ai pu merger. Alors, du coup, pendant que je parlais sans micro, il m'a lancé un nouveau pipeline, ici, où là, il a fait toutes les étapes et il m'a généré le report. Et vous voyez que le stage de test, il n'y est plus parce que j'avais fait un except master. C'est bon jusqu'ici pour faire du... Parce que là, normalement, une fois que vous avez ça, vous avez plus... je peux m'arrêter. Vous savez faire de la CI avec GitLab. Je vais aller un peu plus loin, du coup. Je vais retourner sur mon groupe.
Donc ça, c'était la partie juste montrer comment fonctionnent des runners. Donc je vais créer une nouvelle application. Je vais lancer mon serveur. Donc mon serveur OpenFaaS, il est lancé. Je crée un nouveau projet. Là aussi, je vais tricher, j'ai des trucs tout prêts. Alors ce qui est bien avec OpenFaaS, normalement c'est pour balancer des fonctions, mais vous pouvez faire des fonctions qui vous balancent du HTML, donc en fait vous pouvez faire des web apps. Visuellement ça va être plus sympa. Comment je vais l'appeler? Coder. Hop. Je crée mon projet, je vais avoir un petit temps de latence, le temps qu'il importe le projet. Du coup, il m'a généré mon projet. Alors, un projet OpenFaaS, globalement, ça a un fichier handler qui va récupérer en fait toutes les requêtes qu'on lui fait et qui va les gérer. Tout le reste autour, c'est moi qui ai fait ma tambouille. Ça utilise des templates. Donc là, j'ai un template Node.js, mais c'est multilangage, donc vous pouvez faire du Java, du Go, du Python et d'autres trucs, j'en oublie, ou faire vos propres templates. Il n'y a pas longtemps, j'ai fait un template Vertex Kotlin, ça marche très très bien, donc vous déployez ce que vous voulez. Il y a un fichier YAML pour déployer votre fonction, ou vos fonctions, parce que vous pouvez mettre plusieurs fonctions dans un même projet. Ça dépend si vous avez un projet monolithique ou si vous pouvez faire des projets par fonction. Ou globalement, vous lui donnez le nom de la fonction, le langage que vous utilisez, là l'environnement, je ne vais pas l'utiliser, mais vous pouvez lui passer des variables d'environnement, le handler qu'il va utiliser pour lancer la fonction, et l'image qu'il utilise pour exécuter la fonction. Du coup, pour faire ça, quand même, là aussi, il va me falloir un fichier GitLab-CI, donc je le rajoute. Celui-là est long, donc je suis une grosse feignasse, j'en ai préparé un. Ici, voilà, mais je vais vous l'expliquer. Donc cette fois-ci, je me suis fait 4 stages. Mon projet, je l'ai appelé Coder. Allez, je lui mets... Je lui change... Vous pouvez définir des variables en fait dans vos fichiers de script. Là, on y reviendra plus loin. Vous pouvez créer des caches. Normalement, les jobs, vous pouvez les rejouer autant de fois que vous voulez, donc ils sont censés être immutables. Donc normalement, ils ne sont pas censés conserver des données. Si vous voulez passer des données d'un job à l'autre, vous utilisez le cache. Donc moi, en fait, mon cache est valable pendant toute la durée de vie d'un pipeline. C'est pour ça que je lui donne une clé qui prend en fait l'ID du pipeline. Le CI-pipeline underscore pipeline underscore ID, c'est des variables que vous fournit GitLab pour agrémenter vos scripts. Ensuite, je me suis fait un script un job de build. Donc là, en fait, j'exporte la variable fonction, suffixe, l'URL de mon serveur, l'URL de ma registry, je récupère l'admin password et j'utilise l'utilitaire. Alors moi, comme mes runners sont sous Ubuntu, dans beaucoup de Linux, vous avez un utilitaire qui s'appelle envsubst et je m'en sers en fait pour créer temporairement des fichiers de déploiement qui vont aller remplacer les valeurs des variables dans mon fichier qui est là, deploy. Je reviens sur mon fichier YAML. La partie OpenFaaS URL, registry domaine et admin password, en fait, vous pouvez aller les renseigner. Il faut que je me souvienne où est-ce que je les ai renseignés. Je vais y arriver. Hop. Alors, vous pouvez faire ça au niveau des groupes et des projets. Moi, je l'ai fait dans mon groupe. Vous avez dans les settings quelque chose qui s'appelle variables. Et là-dedans, vous pouvez mettre tous vos tokens, les choses dont vous avez besoin, que vous voulez passer à la CI, mais de manière secrète. Alors n'allez pas faire un écho de votre variable dans la CI, parce que le gars, sinon, dans les logs, il verra tout. Hein. C'est pas non plus... le clever secret, clever token ne me servent à rien pour cette démo-là, c'est pour la démo suivante, j'ai tout mis au même endroit. Et ensuite, je dis à la CLI d'OpenFaaS, build-moi l'image. Ensuite, je me suis créé un job de push qui dit à la CLI, pousse-moi l'image dans la registry. Là, à chaque fois, ces jobs-là fonctionnent uniquement sur master. Ensuite, j'en ai un de déploiement. Et c'est pareil, je dis juste à la CLI ce qu'elle a à faire. Donc, c'est
déploie-moi ma fonction. Et en fait, la CLI utilise le fichier deploy.yml. Enfin, celui que j'ai créé de manière temporaire. Et je vais commencer par vous faire la démo, comme ça, on passera à la suite tout de suite après. Là, une fois encore, je vais aller directement committer sur master. Donc, ne faites pas ça chez vous. Il doit être en train de... Ah oui, j'ai plus de place. Non, c'est bon. Il doit être en train de me générer un pipeline. Bon, il est déjà fait. Donc, il m'a bien passé le build, le push, la fonction deploy. Si je vais sur mon serveur OpenFaaS, vous voyez que ça y est, il m'a créé la fonction. Je peux même l'invoquer à partir du serveur. Si je retourne dans mon projet GitLab et que je vais dans Environnement, il m'a créé un environnement sur lequel je peux accéder à ma super web app. Donc il faudrait que je vous montre où est-ce que j'ai collé l'environnement. Voilà. C'est au moment où je déploie, j'ai une clé qui est environnement, je lui donne le nom de l'environnement. Donc là, j'ai utilisé, alors vous utilisez ce que vous voulez, hein. Moi j'ai pris production / le nom de ma fonction, et je lui donne l'URL qui me permet d'accéder à mon serveur. Maintenant, j'aimerais pouvoir, quand je suis développeur et je veux modifier quelque chose, donc on va dire hello codeur scène, hop, je n'ai pas fait de faute. Je veux committer, je ne veux pas committer sur master et je veux qu'en fait ça me crée autre chose à côté, que je puisse le tester en vrai comme si c'était sur la prod, mais sans toucher à la prod. Donc je crée une nouvelle branche. Après, je vous montrerai dans le fichier CI comment j'ai fait. Je commit. Donc là, il me crée une merge request que je vais submitter tout de suite. J'ai un nouveau pipeline. Alors à quoi il ressemble? Qui est passé très vite. Alors là, il a un petit truc en plus, c'est un stop. Ça veut dire que quand je vais avoir fini, il va aller me supprimer la fonction que j'étais en train de tester. Si je vais sur mon serveur, vous apercevez que j'ai une deuxième fonction. Si je fais un invoke, j'avais dû changer un truc ici, il m'a bien pris la modif. Si je retourne dans ma merge request, alors je vais la rafraîchir parce que ce n'est pas mis à jour. Vous voyez que ici, il m'a rajouté un lien vers ma web app de preview. Donc là, on voit que j'ai fait ma modif. Mais si je retourne sur la prod et que je rafraîchis, il n'y a rien qui a changé en prod. Si je vais de la même façon dans les environnements, vous voyez que j'ai un deuxième environnement qui est ici, qui me permet de la même manière d'accéder à ma web app. Donc, je retourne dans ma merge request. Le QA ou le chef de projet a fait la revue, me dit que c'est OK. Du coup, je merge sur master. Donc, ce qui se passe, c'est que j'ai un nouveau pipeline qui se lance, enfin qui s'est lancé pour supprimer ma fonction. Vous voyez, elle n'y est plus. Il n'y a que celle de prod. Et normalement, il m'a lancé un autre pipeline qui était le pipeline de déploiement. Donc, on va aller vérifier dans l'environnement. Donc, j'ai plus que l'environnement de prod. Si je vais dessus, j'ai bien déployé ma fonction directement dessus. Donc, c'est ça, en fait, les review apps dans GitLab. C'est super facile à mettre en place. Ça va jusqu'ici? Alors, avant de passer à la troisième démo, je vous montre quand même ce que j'ai fait dans mon fichier. Donc, j'ai à peu près les mêmes, on va dire les mêmes jobs que ceux que j'avais pour la prod. Vous arrivez à lire ou pas? J'augmente un peu? J'essaye? Allez. C'est encore bon. Donc, j'étais sur la partie preview. Donc là, en fait, ce que j'ai changé, c'est que dans mon suffixe, je lui dis, tu me rajoutes le CI commit ref name. En fait, c'est le nom de la branche. C'est une variable que GitLab vous fournit. Mon serveur OpenFaaS reste le même. Chez moi, sur mon NUC, je fais sur des serveurs différents, mais là, sur le Mac, ça ne tient pas. Pareil pour la registrie. Je me connecte avec la CLI. Je fais mon déploiement. Je build. De la même façon,
je vais publier ici sur la Docker Registry. Et ensuite, c'est là où ça change. Donc dans l'environnement, c'est là où je lui dis, c'est plus de la production, c'est de la preview. Et je lui mets le nom de la fonction plus le nom de la branche. Je fais pareil pour l'URL. Et j'ai rajouté quelque chose qui s'appelle onStop, qui va déclencher le job Stop Preview Function. Alors c'est moi qui l'ai nommé comme ça. Et j'ai créé un nouveau job qui en fait demande juste à la CLI de supprimer la fonction une fois que j'ai émergé et que je lui ai dit de supprimer la branche. Donc c'est vraiment tout simple à faire. Et du coup, dans la démo suivante, c'est le même principe. Ça va être un peu plus long en termes de déploiement, parce que là, je vais déployer à l'extérieur. Il faut que je récupère mon projet. Je vais hop. Voilà. Qui connaît Clever Cloud? Ok. Bon. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, je le redis, c'est un pass. Sur GitLab, avec un de mes petits camarades chez Clever, on a créé des, il faut que je les mette à jour, mais des starter kits pour déployer facilement avec GitLab. Donc je crée un nouveau projet. Là aussi, j'ai un template tout fait. Alors le starter kit justement qu'on a écrit donne des exemples de projets pour les utiliser directement. Au hasard, je vais faire un projet Node.js. Comment je vais l'appeler celui-là? Parce que je dois en avoir plusieurs sur un codeur. Hello. Non, codeur Hello, je crois que je ne l'ai pas. Hop, je crée mon projet. Je suis encore dans les temps. C'est un projet tout simple. C'est du pur Express.js. Alors bon, j'ai mis mon code HTML dans une string, je sais, c'est pas joli, mais j'étais pressé. Donc globalement, il fait un node index.js au démarrage, et ça suffit. Il écoute sur le port 80-80. Chez Clever, vous balancez sur le port 80-80 et vous y accédez sur le port 80 de l'extérieur. Pour aller le balancer chez Clever, j'ai besoin de créer un fichier de CI. Et le modèle doit être celui-ci. Alors là, j'ai que deux jobs. Hein. J'en ai un de deploy, un de preview. Je lui donne le nom de mon application. Alors c'est vrai qu'avec une main, c'est pas toujours. Hop. J'ai fait une faute. C'est du Node. Alors vous avez une clé qui s'appelle BeforeScript, où vous pouvez demander à votre runner de faire quelque chose avant toute chose, d'exercer quelques scripts. Moi en l'occurrence, je vais downloader chez Clever la CLI pour pouvoir déployer sur Clever. Alors après, vous auriez pu très bien l'installer à l'avance dans votre runner. Tout dépend de ce que vous voulez faire. Et puis après, pour déployer sur master, alors c'est ce que je vais faire la première fois pour créer l'application, c'est pareil. Alors là, j'ai un autre runner que mon runner tout à l'heure. Et je lui passe des commandes qui sont spécifiques à la CLI de Clever, mais vous auriez la même chose si vous voulez déployer sur du Cloud Foundry, sur du Heroku ou autre, c'est tout simple. De la même façon, j'ai mon environnement. Et on va voir ensuite que mon job de preview est exactement pareil, à l'exception que j'utilise le nom de la branche pour provisionner une machine avec un autre nom. Donc là, je commit. J'ai des problèmes avec les clics aujourd'hui. Et ça va me créer un nouveau pipeline qui déploie sur Clever Cloud. Donc, en fait, là, ce que vous voyez est en train de se... Là, c'est pour l'instant, il est en train de downloader la CLI. Je vais quand même aller faire un tour chez Clever dans la partie admin. Hop. Et normalement, où est-ce qu'elle est? Je sais déjà plus comment je l'ai appelée. Ah oui, ça l'est. Hop, elle est ici, je vais agrandir un peu. Donc vous voyez qu'il vient de me créer une VM, que normalement, il doit être en train de... Donc le error, c'est normal, c'est que l'application n'existe pas en fait. Donc là, il est en train de passer des commandes à Clever.
Donc on va attendre un petit peu. Alors c'est vrai que quand on va à l'extérieur, c'est plus dur que quand c'est en local. À la limite, en attendant, si vous avez des questions pendant que ça déploie, je peux faire l'exercice de déployer et répondre aux questions, hein, si vous voulez. Hein? Vous aurez accès aux templates sur GitLab. J'ai le micro pour les questions. D'accord. Donc en même temps, je rafraîchis côté... Hop. Mais tu peux y aller, hein, parce que de toute façon, c'est du... Quelqu'un a une question? De toute façon, on entame le temps des questions. Là, donc, Eh ben, allez-y, moi je continue le déploiement en même temps. Qui a une question? N'hésitez pas. Là-bas. La version gratuite de... Ouais, GitLab CI, tout ce, en fait, les trucs que tu n'auras pas dans la version core, dans la version open source, ça va être les templates de projet là, que je fais automatiquement. Mais tu peux faire un import projet ou tu peux faire un git clone, ça marche pareil. Et toute la partie CI, ce que j'ai montré, ouais, c'est accessible en version core. Donc là, par exemple, ma VM chez Clever est démarrée et est normalement accessible. Si quelqu'un a une question, il peut la poser en même temps, hein. Qui a une autre question? Donc là, je suis chez Clever Cloud, j'ai déployé. Et de la même façon, je peux aller faire une merge request pour avoir une VM temporaire. Pas de questions? Une fois Si, une question ici. Attends. Oui. Les runners, là, qu'est-ce qu'il y a de mieux par rapport à Jenkins? C'est dur, parce que j'avais dit que je ne faisais pas un... Ça dépend. Alors, ça dépend. Je fais ma merge request en même temps. La question est délicate pourquoi je choisirais de partir sur un runner par rapport à Jenkins, je sais pas, en 2 mots, 3 mots? En 2 mots, non, j'essaye de rester politiquement correct. Parce qu'en plus, les gars de CloudBees, c'est des copains. Donc, GitLab, c'est une application qui couvre quasiment tout ton cycle de vie projet. Donc, tu l'installes et tu as ce qu'il faut pour tout faire. Mais tu peux, si tu veux, n'installer GitLab que pour faire de la gestion de code source et utiliser du Jenkins, parce que tu as déjà du Jenkins chez toi ou chez un provider. Chez Clever, on héberge du Jenkins aussi pour des gens. Et plugger ton GitLab sur ton Jenkins. Donc ça va dépendre de ton historique projet, des compétences de tes équipes. Si les gars, ça fait 10 ans qu'ils font du Jenkins et que vous devez livrer le projet dans une semaine, restez sur Jenkins. Après, si tu es en train de démarrer un projet ou si tu ne te sens pas bien avec Jenkins, GitLab CI, tu as vu, c'est simple. Après, c'est pareil, c'est un script, ça peut devenir très compliqué si tu fais n'importe quoi. Ça demande d'avoir quelques compétences en shell ou des choses comme ça. On peut faire du PowerShell, hein, pour ceux qui mettent leur runner dans Windows, c'est pas un souci. Mais moi, je préfère GitLab CI parce que, alors, je travaille chez GitLab, donc déjà, mais j'ai plein de clients qui utilisent du Jenkins avec GitLab. Donc, si tu veux, c'est tout à fait possible et ça fonctionne. Donc, c'est pas un problème. Après, pour avoir fait l'exemple que je donnais tout à l'heure, c'était en début de présentation, c'était avec du Jenkins, justement. J'en avais jamais fait, j'ai un petit peu souffert. Après, je savais très bien faire mes Jenkins files et je les réutilisais. La logique est la même. Après, c'est une question de goût. Et ça peut être aussi pour certains DSI, ils se disent, moi, je prends une seule application, je ne m'emmerde pas. Voilà, c'est juste ça. Mais moi, je dis, ouais, faites du GitLab CI, c'est top, mais après, je veux dire, on essaye, même si on dit on fait GitLab CI, GitLab, on essaye de rester agnostique et de permettre aux autres applications de se connecter. Tu vois, on fait de la Docker Registry, mais tu peux très bien utiliser Artifactory pour coller tes images. C'est pas un souci, ça marchera. Ça répond à ta question? Ouais. Alors, est-ce que j'ai fini de déployer ma VM? Il me reste 10 secondes. Ma VM de test est déployée chez Clever. Donc, vous voyez que ça déploie plutôt vite chez Clever. Avec ma modif. Et je peux, du coup, merger au moment où ça sonne. C'est le temps des questions, là. Et ben voilà, super. Donc, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Pendant que je redéploie en prod, en fait, cette fois-ci, pour de vrai. Oui? Attends, je ramène le micro. Attends. Ça le fait courir, c'est bien. Ouais, j'en ai besoin. Pareil. Oui, une question. Est-ce qu'il y a possibilité que les runners ne soient pas toujours actifs ou ils sont obligés d'être démarrés en permanence? C'est une bonne question. J'ai un trou de mémoire.
Je sais pas. Je sais plus. Je vais chercher, je tweeterai la réponse. Alors moi, je fais un truc... Si, ouais, t'aurais moyen. Moi, j'ai un workaround pour le faire, mais je pense qu'il y a quelque chose de plus intelligent. En fait, moi, je déploie des runners sur Clever Cloud. Donc, ils sont totalement immutables. Et par le biais de Trigger, je peux les stopper, les arrêter. Il y a plein de choses comme ça. Donc, après, je rappelle, je suis plus dev que infra. Mais ta question est super intéressante, donc je vais chercher la vraie réponse. T'as une question? Du coup, concernant les runners, est-ce qu'il y a moyen de changer la façon dont ils interrogent GitLab, de ne pas faire du polling, soit plutôt GitLab Non. qui leur signale qu'il y a un déploiement de prévu? Non, pour l'instant, c'est juste le runner qui fait du polling. Dans les cas d'usage, en fait, si ça avait été l'inverse, on aurait eu plus d'embêtements pour des histoires de proxy. C'est plus facile d'avoir un... Si tu veux, j'ai des clients qui ont pas du GitLab on-premise, mais du GitLab.com. Et par contre, leurs runners sont chez eux. Ouais. Donc, comme ils ont des proxys, machin, c'est plus facile que ce soit le runner qui tape dedans. Après, je ne suis pas à l'origine des choix d'architecture. J'ai pas en mémoire. On a une page où on explique tout ce qu'on va faire pour les N prochaines versions. Alors, il y a beaucoup de choses, donc j'ai pas tout en mémoire, mais j'ai pas souvenir qu'on puisse faire autrement et qu'on ait prévu de faire autrement dans un temps court. Après, il y a un truc qui est sympa. Ça ne veut pas dire que ça le fera, hein, mais tu peux tout à fait créer une issue en proposant une feature. Ça ne veut pas dire que tu vas faire la feature, enfin, sauf si tu as envie, hein, tu peux la proposer et faire une merge request. Et plus la feature est votée, plus les product managers en tiennent compte et il peut arriver qu'ils l'intègrent dans le produit. Mais il y en a quand même une tripotée. Mais celle-là n'est pas déconnante, hein, j'ai quelques clients qui me le demandent. Oui. Attends, le micro. Désolé. Est-ce que tu sais si GitLab va proposer un truc comme GitHub pour tout ce qui est sécu? Tu sais, je crois dans GitHub, ils ont intégré NPM Audit et ils commencent à faire ça aussi pour des applis Java. Alors, ils commencent déjà à avoir des choses liées à la sécu dans GitLab. Ça doit être les modules SAST et puis j'ai oublié l'autre nom, DAST peut-être. Mais ça sera dans du GitLab Enterprise. En fait... je crois que c'était cette année, il y a une boîte qui s'appelait Gemnasium, qui était une boîte franco-canadienne, qui a été rachetée par GitLab, et l'équipe est dédiée à bosser sur toute la partie sécu de GitLab. Donc il va y avoir des features là-dessus. Ouais. Il y en a déjà qui commencent, qui sont simples pour l'instant. Vraiment les trucs de base, il n'y a pas d'effet waouh, entre guillemets, avec des super reports, machin, mais il y a déjà, je crois que la version qui est sortie aujourd'hui, ou qui va sortir dans la soirée, a des nouveaux dashboards de monitoring dédiés à la sécu. Mais oui, il y a plein de features comme ça qui vont sortir. Une dernière question? Merci. Merci pour le talk. Est-ce Merci. que tu as eu l'occasion d'expérimenter un petit peu la partie justement de déploiement dans des architectures plus en conteneur avec du Kubernetes, du Swarm? Est-ce qu'il y a des possibilités, c'est une deuxième question du coup, dans GitLab, justement d'automatiser un petit peu la promotion d'images ou justement des choses qui touchent à la partie déploiement, mise à jour? Alors, est-ce que j'ai eu l'occasion de le faire? Oui et non. En fait, oui, pour du Swarm, parce que j'avais besoin de monter des démos et que, en fait, je suis une bille en Kubernetes. Pour l'instant, je n'y comprends rien. Et il faut que je m'y mette, parce qu'il y a beaucoup d'intégrations Kubernetes, justement, dans GitLab. Mais tout ce que tu demandes, oui, existe. Ouais. Et en train d'avancer. Il y a plein de choses. Enfin, il y a trop de choses. Hein. Moi, j'ai commencé en janvier, mais je dois être en retard de 5 versions déjà sur ce que ça fait. Ouais. Alors après, pour les scripts, tu veux dire autre chose que par script? Oui, tout D'accord. Alors, à fait, qu'il y ait quelque chose en fait qui soit un petit peu plus unifié, qui permette éventuellement de faire communiquer les API GitLab en fait avec notre orchestrateur, un Kubernetes ou... Alors, tu as une grosse intégration justement. Alors, c'est surtout il y a quelques parties dans la version Core, mais c'est surtout dans les versions Enterprise, une intégration Kubernetes et tu peux suivre au sein de GitLab les déploiements de tes clusters, de tes nœuds et tout ça. Et après, sinon, il y a autre chose qui est par script qu'on appelle AutoDevOps. Et alors, ça te génère un script, tu lances, ça fait tout. Je ne sais pas comment ça marche. Moi, je l'utilise pas, c'est trop long, mais ça marche super bien. Je suis arrivé à faire des démos. Alors, je ne sais pas déployer sur Kubernetes, mais tout a fonctionné du premier coup.
parce que je pense que le Kubernetes qu'on avait était setupé correctement, parce qu'en partant de zéro, à mon avis, moi je ne sais pas faire. J'espère l'année prochaine savoir y arriver. Mais l'intégration, pour un orchestrateur, pour l'instant, elle est uniquement Kubernetes. Il dit sur la partie dans l'IHM, on bosse que sur Kubernetes. Après, avec les API, tu peux très bien te construire des choses qui remontent dans GitLab. Ouais, mais la question elle venait là justement parce que j'ai encore des cas où justement j'ai besoin de scripter des choses qui ne sont pas encore totalement intégrées. Là, il faut que tu travailles un peu à la main, quoi. Avec des webhooks à l'ancienne. Webhook ou API, ou aussi, tu es sur du GitLab on-premise? Non. Ah, parce que si tu es sur du on-premise, tu peux faire des plugins et qui en fait tournent sur ton serveur et à chaque fois qu'il y a des événements, ils sont déclenchés. Mais sur gitlab.com, on ne te donnera pas la possibilité de le faire, parce que ce sera un peu la porte ouverte à tout et n'importe quoi. Ok. Merci Philippe, c'est l'heure de la pause, donc si vous avez d'autres questions. Bonne pause.